Bienvenue à toutes et à tous. Pour cette 6e édition de Mauvaise Presse, nous avons décidé d'être extrêmement originaux et de parler de la réforme des retraites et du mouvement social actuel pour demander son retrait. Parce que pour une émission comme Mauvaise Presse, ce sujet est un cas d'école sur la nécessité de bien comprendre un sujet pour pouvoir l'appréhender, s'en saisir et pourquoi pas se mobiliser. Et surtout, cette réforme des retraites démontre aujourd'hui la nécessité d'avoir un traitement médiatique à la hauteur des enjeux, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et nous allons aujourd'hui en discuter avec Danielle Tartakovsky. Vous êtes historienne et notamment spécialiste des mouvements sociaux. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Nous recevons aussi Anaïs Sénéguel. Vous êtes membre du collectif des économistes atterrés et vous êtes aussi spécialisée dans le domaine de l'économie politique. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, Selim Derkaoui, vous êtes co-rédacteur du magazine indépendant Frustration. Oui, bonjour. Et juste avant de commencer, nous allons lancer le premier magnéto, s'il te plaît, Jordan. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Nous faisons cette transformation, cette refondation, parce que je pense que c'est essentiel pour notre pays. La France en a besoin, et les générations futures en ont besoin pour recréer la confiance dans le système de retraite et une plus grande justice grâce à un système universel. On a marre de Macron qui nous prend pour des cons et qui nous fait passer pour des privilégiés, monsieur. Tous les syndicats appellent à manifester. Les syndicats CGT, Force ouvrière, Solidaire et la FSU marcheront ensemble pour réclamer le retrait pur et simple du projet. Comment ça peut être mieux qu'avant quand désormais on ne prendra plus les 25 meilleures années? Franchement, je ne comprends pas. Si, parce qu'on passe par un système de points. Et donc la valeur de points fait que ça va permettre de valoriser toutes les années. Si on ne passait pas par les points, ça ne marche pas. Parce que la valeur, aujourd'hui, on compte les salaires, mais on ne compte pas la valeur en matière de... Avec au moins 806 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur et 1,5 million selon les syndicats, l'appel à la grève n'a pas souffert du froid hivernal. Je suis infirmière, je peux attraper toutes les maladies de la création, je soulève des gens, j'ai droit à l'agressivité, j'ai la mort en face tous les jours, j'ai une certaine pénibilité qui n'a jamais été prise en compte. On n'est pas des privilégiés. Hein. Moi, par exemple, même si on calcule ma retraite sur les 6 derniers mois, après 42 ans de bons et loyaux services, je vais gagner une misère. Cette histoire de points, déjà, je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation. Il s'agit bien de... Nous allons, comme le système actuel, d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Les manifestations se sont déroulées dans environ 70 villes. Les pompiers, les bras en l'air qui font reculer la police. C'est magnifique. D'égalité du tout. Ce qu'il y avait avant, le fait que des fonctionnaires qui font fonctionner la nation, la société, on avait justement une paye très inférieure par rapport à notre niveau d'études et par rapport à nos compétences, toute notre vie. Et on prenait les 6 derniers mois c'était une mesure d'équité en fait, pas une mesure d'inégalité, une mesure d'équité. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment une mesure d'inégalité. Alors, comme nous venons de le voir dans ce magnéto, c'est pas toujours très simple de comprendre cette réforme du système de retraite. Donc, est-ce que, Anaïs Sénéguel, vous pouvez nous expliquer, alors d'abord, dans quel système nous sommes aujourd'hui et les grandes lignes de cette nouvelle réforme, donc ce qui va changer pour que chacun puisse bien comprendre et qu'on puisse avoir les bonnes bases pour commencer notre discussion.
Oui, alors je vais essayer de faire plus clair que Muriel Pénicaud. J'espère y arriver. On va voir. Ça devrait pouvoir le faire. Super. Alors, dans le système actuel, en fait, donc là, on a en fait un système donc par répartition. Hein. Bon, le prochain sera aussi par répartition, d'après ce qu'on nous annonce. C'est-à-dire que nous cotisons chaque mois pour avoir des droits à la retraite. Donc nous devons en fait cotiser pendant 41 ans et demi et quand c'est fait, nous pouvons partir à la retraite à partir de 62 ans. Il y a donc en fait deux éléments. D'un côté, le nombre de trimestres et l'ouverture donc des droits qui ne peut pas se faire avant 62 ans de toute façon. Oui. Donc si on n'a pas cotisé le bon nombre de trimestres à 62 ans, ce qui arrive à beaucoup de gens puisqu'on n'a pas tous une carrière complète dès 62 ans malheureusement, et bien dans ce cas-là, il faut poursuivre plus longtemps, à moins de partir avec une décote. Et donc quand on a 67 ans, là on peut partir sans aucune décote. Voilà, donc c'est l'âge du taux plein en fait. Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est un système, en fait, si on peut dire, à prestation définie, c'est-à-dire que normalement, le montant de la retraite est connu à l'avance. On peut savoir combien on va toucher à la retraite. Et le montant, il est calculé à partir donc, des 25 meilleures années dans le secteur privé et des 6 derniers mois pour les fonctionnaires. Donc, c'est en fait deux types de calcul de la pension. Là, avec la réforme, on va passer à un système donc à points, comme on a essayé de nous l'expliquer dans le magnéto, avec finalement une cagnotte qu'on constituera tout au long de la carrière, une cagnotte de points qu'on va donc accumuler, chacun, vous, moi, etc. Et on va pouvoir, une fois arrivé à la retraite, les convertir en une pension donnée. Donc là, par exemple, on nous dit que 10 € de cotisation équivaudront à 1 point, et 1 point serait égal à 0,55 € en termes de pension. Bon. Donc c'est un peu vague comme ça, mais ce sont les quelques chiffres que l'on a. C'est une logique du coup qui est vraiment une logique individuelle, c'est-à-dire que je cotise pour moi, voilà. Et là, c'est une logique où les prestations elles ne sont pas définies. On ne peut pas tellement savoir à l'avance le montant de sa pension, puisque par exemple la valeur de points peut fluctuer. C'est un grand enjeu en ce moment. Des inconnus. Voilà, exactement. En revanche, on connaît les cotisations qu'on va payer. On sait tous qu'on va payer 28% de cotisations sur nos revenus. Voilà. Donc en fait, moi ce que je voudrais bien souligner dès le départ, c'est que tout le monde y perd a priori, puisque contrairement à ce qu'on essaye de nous expliquer, prendre en compte toute la durée de la carrière, ça conduit nécessairement à prendre en compte aussi les mauvaises années, donc celles où on a peu travaillé, celles où on était en galère, celles où on a été pour des raisons X ou Y sans bons revenus. Donc forcément on va y perdre, et d'ailleurs un des indices de ça, c'est qu'il n'y a aucun simulateur gouvernemental qui nous donne avec précision le montant des futures pensions, ce qui est un petit signe d'une entourloupe, entre guillemets, quelque part. Donc on y perd dans le public et dans le privé. J'insiste bien aussi sur les gens du privé qui y perdent également. Et on y perd aussi, puisque un des autres mécanismes que le gouvernement veut mettre en place, c'est le plafonnement du niveau des dépenses pour les retraites à 14% du PIB. On en a un peu parlé dans les médias, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, chaque année, le système débourse en fait 300 milliards d'euros environ pour payer les retraites des pensionnés, donc des retraités. Ça équivaut à près à 14% du PIB. Et donc, le gouvernement veut plafonner à 14% du PIB ce montant. Comme on aura mécaniquement plus de retraités à l'avenir avec la même proportion du PIB versée aux retraités, mécaniquement, on aura le même gâteau avec plus de gens dedans. Donc, on aura une part plus petite chacun. Simple petite précision, il y a aussi une justification derrière cette réforme des retraites, c'est de simplifier le système des retraites, puisque aujourd'hui, il y a 42, selon les derniers décomptes régimes spéciaux. Il y a une chose que vous précisez dans la note que vous avez fait à Mediapart, que je précise juste maintenant, c'est que en fait, ces régimes spéciaux représentent aujourd'hui 6% des retraités. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Donc voilà, c'est 1 million de bénéficiaires sur 17,2 millions. Il n'y en a pas 42, il y en a entre 10 et 13. Mais, on entend souvent 42 régimes, mais c'est 10 et 13 régimes spéciaux parmi les 42 régimes. Donc en fait, c'est une réforme qui n'est pas du tout ni juste, ni équitable, parce qu'on y reviendra sûrement par la suite, ni lisible du tout. D'ailleurs, on voit bien quand on essaie de nous l'expliquer, c'est-à-dire qu'on n'y comprend rien. Et en tant qu'économiste, j'ai bien du mal à comprendre quelque chose. Donc c'est bien qu'il y a un problème avec cette histoire. Donc en termes de lisibilité, ça n'améliore pas du tout les choses, visiblement. Alors simplement, pour terminer sur ce petit point global, il y a d'autres pays dans le monde qui utilisent cette retraite par points, notamment la Suède. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement ce que ça a pu donner aujourd'hui en Suède d'utiliser ce système-là? Oui, alors tout à fait. Alors en fait en Suède, on a effectivement un régime par points depuis de nombreuses années en fait. Donc déjà, quand on regarde le régime suédois, on peut tomber sur un document de la Commission européenne assez simplement sur Internet, où donc c'est une évaluation malheureusement en anglais du régime suédois
suédois. Et en fait, donc, on y apprend que c'est un régime qui est finalement assez inégalitaire. Inégalitaire dans deux sens. D'abord, entre les riches et les pauvres, puisque les riches, eux, vont pouvoir en fait compenser la baisse de leur pension, qui a été effectivement en Suède assez marquée. Hein. Donc, le régime parfois a conduit à une baisse des pensions en Suède. Hein. Voilà, donc on peut voir qu'en fait, les riches vont compenser justement en allant, finalement capitaliser en fait, hein, c'est-à-dire en épargnant tout au long de leur vie pour avoir une meilleure pension à la fin. Donc c'est exactement contraire à ce qu'on vient de voir d'ailleurs aussi, hein, mais bon, la capitalisation c'est aussi un enjeu de cette réforme, bien sûr, en creux. Voilà, donc, alors que les pauvres, eux, ne peuvent pas justement épargner tout au long de leur vie, parce que déjà, bon, ils n'ont pas beaucoup d'argent initialement, donc épargner en plus tout au long de sa vie pour pouvoir avoir une retraite, eh bien, c'est hors de leur portée. Donc il y a vraiment une inégalité entre riches et pauvres qui se crée. Il y a aussi une inégalité entre hommes et femmes en Suède qui a été très marquée, puisque les femmes suédoises, comme les femmes en France, hein, finalement, sont beaucoup plus marquées par les carrières hachées, les carrières un peu avec des accidents de la vie, et aussi avec des interruptions volontaires, qu'on peut qualifier de volontaires, hein, avec leurs enfants. Donc j'avais noté un petit chiffre ici, hein, on a que la pension moyenne des femmes suédoises, elle est à peu près égale à 68% de celle des hommes aujourd'hui. Donc c'est bien inférieur. En Suède, on a aussi, on peut aussi parler, ça a été pas mal fait dans les médias jusqu'à aujourd'hui, on peut aussi parler par exemple du fait que le taux de pauvreté des retraités est le double de celui de la France, et que beaucoup de retraités travaillent à côté pour pouvoir garder un niveau de vie décent. Donc c'est aussi une préoccupation, puisque en France, on a très peu de gens qui travaillent après 65 ans. En Suède, on en a en fait 17% en 2018. Donc c'est quand même énorme. Ça a l'air d'être un merveilleux modèle du coup. Oui, on parle toujours des pays scandinaves, ça m'a aussi beaucoup étonnée, puisque moi je travaille aussi beaucoup sur le monde carcéral. Le monde carcéral, la Suède était un exemple, on en cite toujours un exemple, et là pour le coup, ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Donc effectivement. Et maintenant qu'on a fait un peu le tour de cette réforme, et en tout cas d'essayer de comprendre comment elle fonctionne et sur quoi elle se base, je voulais qu'on revienne sur les justifications qui sont utilisées pour faire cette réforme. Et donc Paloma en parlait tout à l'heure, vous avez effectivement fait une note de blog avec 12 éléments qui sont utilisés entre guillemets par le gouvernement, et on en parlera après avec Céline, par les médias aussi, pour justifier cette réforme. Est-ce que vous pouvez en pointer quelques-uns qui vous semblent les plus malhonnêtes et les plus significatifs? Oui, alors en fait, donc effectivement, il y en a beaucoup. En fait, à la base, j'en avais même fait 20, mais j'ai fait une version plus courte pour simplifier un peu les choses, sinon on n'allait rien retenir. Mais effectivement, en fait, il y en a beaucoup, et je pense que cette note, je l'ai faite pour tous les gens qui ne savent pas quoi répondre quand on leur répond oui, mais il faut réformer, oui, mais il y a un déficit, oui, mais l'espérance de vie augmente. C'est un super outil pour aller ensuite aller donner ça aux gens et argumenter. Mais, ça me fait très plaisir. Donc du coup, en fait, moi, l'argument principal qui me paraît vraiment dit partout, c'est celui du déficit. On parle toujours du déficit du système des retraites, donc on nous dit il faut réformer parce qu'il y a un déficit. C'est ce qu'on appelle en fait un chantage à la dette, ni plus ni moins, c'est-à-dire qu'on fait en fait pression sur la population pour réformer un système qui pourtant marche très bien, et pour les convaincre de pouvoir nibler vers le bas en fait, hein. C'est ça ce qu'on fait. Bon, alors en ce qui concerne le déficit, en fait, quand on regarde les comptes de la sécurité sociale, et en particulier donc des retraites, on s'aperçoit que finalement, et comme le dit le Conseil d'orientation des retraites, le système actuel est viable jusqu'en 2025, et en 2025, il y aurait des prévisions de déficit de l'ordre de 7 à 17 milliards d'euros. Donc c'est assez peu. Sur 300 milliards. Voilà, c'est assez peu par rapport enfin, c'est beaucoup évidemment en soi, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est assez peu par rapport à l'ensemble des 300 milliards. Et surtout, en fait, ça peut être résorbé par d'autres manières. Alors en fait, ce qu'il faut bien souligner par rapport au déficit, c'est que finalement, on pense souvent que c'est parce qu'il y a un déficit qui augmente, ou qui apparaît en tout cas en 2025, parce qu'on va avoir une hausse des pensions. Il va y avoir plus de retraités, du coup il va y avoir beaucoup plus d'argent qui va être donné à ces retraités. Et en réalité, quand on lit le rapport du Conseil d'orientation des retraites, on se rend compte, alors c'est un peu technique, mais néanmoins on se rend compte que en fait, le déficit, il est créé de toutes pièces, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait l'éviter. En fait, le déficit, il augmente principalement parce qu'on a des cotisations sociales qui sont exonérées aujourd'hui. Donc pour un certain nombre de salaires, par exemple, autour du SMIC, on va exonérer le cotisation patronale de 1 à 1,6 fois le SMIC, par exemple. Donc tout ça, c'est donc des mesures qui sont faites pour l'emploi, sauf que le hic, c'est que l'État ne compense pas ces exonérations. Donc finalement, on se retrouve avec une baisse des recettes, des retraites, c'est une retraite en l'occurrence, qui n'est pas compensée. Donc il y a moins de recettes, donc le déficit mécaniquement se crée.
Il y a aussi une autre raison qui est que comme l'État embauche moins de fonctionnaires et veut même baisser leur nombre, ça crée aussi mécaniquement un déficit puisque l'État, l'employeur public, cotise beaucoup plus pour les retraites que l'employeur privé. Donc quand on a moins de fonctionnaires, forcément on a moins de cotisations également. Donc en fait on a différents leviers comme ça qui favorisent un déficit et qui le creusent. Et ça conduit finalement à l'idée reçue selon laquelle le système va très très mal alors qu'en réalité il va très bien, il est très bien conçu et il est tout à fait viable. Donc on pourrait en fait continuer comme ça assez longtemps avec le système actuel, qui n'est pas parfait d'ailleurs, hein, mais en tout cas on pourrait continuer longtemps avec ce système-là sans avoir besoin de le réformer. Et en fait on pourrait même dire que c'est une politique classique des caisses vides que l'État fait actuellement, qui est une politique extrêmement puissante. Ça permet un peu de dépolitiser le débat, on enlève la parole aux citoyens en disant juste ne vous occupez de rien, voilà, il n'y a pas d'argent, on réforme. Et donc comme ça on passe des réformes extrêmement violentes. D'ailleurs, je l'explique dans l'article du blog, mais une note du FMI justement qui est assez révélatrice et qui bizarrement n'est pas facile à trouver, dit aux pays qui veulent réformer avec des réformes assez dures socialement, d'utiliser l'argument de la dette, l'argument du déficit pour pouvoir le faire. Ça va permettre de faire passer des réformes extrêmement dures. On la mettra en lien de l'émission avec votre note de blog, comme on le fait super. à chaque fois. Sur cette question des justifications, il y a aussi une question philosophique presque derrière. Il y a des justifications philosophiques. Et par exemple, Édouard Philippe, dans son allocution récemment, en fait, a parlé de l'esprit de la libération. Il a dit « Nous voulons un pacte entre les générations dans l'esprit du Conseil national de la résistance ». Et Daniel Tartakovsky, moi, je voulais vous faire réagir là-dessus, sur cette idée-là, en fait, qui est mise en avant pour réformer les retraites aujourd'hui. Ah oui, c'était absolument ahurissant. Cette entrée en matière était sidérante. Depuis qu'il est en place, le gouvernement a très strictement appliqué à la lettre les préconisations de Kessler, qui appelait il y a de cela quelques années, qui reprenait le programme de la résistance et qui disait ben voilà notre programme, il s'agit de détricoter pièce à pièce tout ce qui a été mis en place en 1945. Brusquement, l'entrée en matière du discours de Philippe, c'était effectivement nous sommes fidèles. Enfin, non seulement nous sommes fidèles, mais nous sommes ceux qui vont redonner corps à 1945, ce qui amène à penser qu'il a quelque peu entendu la nature des mécontentements, des revendications, des luttes qui se sont engagées à l'encontre. De la même manière qu'il a présenté, on était toujours dans la deuxième phrase du discours, il a présenté le Conseil économique, social et environnemental comme le lieu des corps intermédiaires et du syndicalisme auquel il redonnait brusquement ça pouvait s'entendre comme un recul, mais c'était évidemment un recul qui permettait de mieux sauter, comme vous venez de nous le rappeler, dans les grandes lignes. Mais finalement, il y a quelque chose de contradictoire là-dedans, c'est-à-dire de dire nous nous inspirons de l'esprit de 45 pour en fait remettre en question la protection sociale telle qu'elle a été pensée jusqu'à aujourd'hui. C'est totalement contradictoire. C'était une phrase qui était destinée à faire taire ceux qui, depuis plusieurs mois, mettent en évidence ce phénomène de détricotage, comme l'appelait Kessler, de ce qu'a été notre État social. En 95, il y avait parmi les différents films, il y avait les films de Cheminot, puis il y avait le film de Sabrina Malek, et dans son film, en fait, dans la version longue, elle interviewait toute une série de cheminots au sortir de la grève, dont un jeune cheminot qui avait un rapport à l'histoire absolument formidable, et il disait, mais il fallait bien qu'on tienne, on était le donjon. Ce donjon est tombé avec le statut des cheminots, mais là, nous sentons bien que nous sommes précisément dans ce qui reste encore et qui est absolument fondamental, et ce qui explique d'ailleurs l'ampleur de la mobilisation, comme à chaque fois d'ailleurs qu'on a grignoté, mais là on fait plus que grignoter, on abat ce qui reste du système des retraites. Donc on pourrait dire que c'est une tentative de faire taire ceux qui se réclament du programme de la résistance. Bon, je pense qu'aucun de ceux qui savent ce qu'il y a dans ce programme n'ont été dupes. D'où l'importance d'émissions comme celle-là, où on rappelle un certain nombre de prérequis et de notions simples. Comme la solidarité intergénérationnelle, par exemple. Justement, je voulais rebondir là-dessus par rapport au traitement médiatique, notamment avec vous, Célim. C'est qu'on le voit bien, il y a de la part du gouvernement en fait, des déclarations qui sont contraires à la réalité. Donc, par exemple, on décortique tout le modèle depuis 1945 et on dit qu'on se réclame de l'héritage du Conseil national de la résistance.
Et je voulais qu'on revienne un peu sur toute cette dialectique qu'il y a eu. Effectivement, ça rejoint quand ils disent c'est une réforme plus juste, etc. Ils font référence à toutes ces notions justement de solidarité, etc. Je voulais qu'on revienne un peu sur tous ces mécanismes qui font, moi je trouve orwellien, où ils commencent à dire qu'ils font une réforme de justice, qui rendent la Française des Jeux aux gens en la privatisant. Enfin, il y a un certain nombre de déclarations comme ça. Donc voilà. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur toute cette dialectique qu'on a vu se mettre en place depuis le début de la réforme des retraites? En fait, sur le traitement médiatique, il faudrait aussi distinguer deux choses, parce qu'il y a les experts, entre guillemets, médiatiques et les éditorialistes qui vont répéter les éléments de langage du gouvernement. C'est pas nouveau, ça on l'a vu dans plusieurs mouvements sociaux, etc. Et le traitement journalistique, mais des journalistes eux-mêmes. Donc ça, c'est deux choses. Par contre, pour les éléments de langage, effectivement, ils sont repris en masse dans des médias où, effectivement, le débat, entre guillemets, pluraliste, sera, entre guillemets, assez libéral, avec beaucoup d'experts qui vont un peu penser la même chose, comme si c'était un peu le cercle de la raison qu'avait dit Alain Minc à l'époque, et il est toujours là, toujours présent. Et finalement, ils n'ont même pas besoin d'un coup de fil de Macron ou du MEDEF pour dire ces mots-là. Ils ont tellement été répétés pendant 20 ans, même plus, tellement rentrés dans le langage courant, même parfois entre nous, finalement, réforme, solidarité, enfin plein de choses qui ont été détournées de leur sens profond. Et voilà, ça c'est pour le premier point. Après, il y a tout le cadre journalistique pur, c'est-à-dire des journalistes de terrain. Et là c'est encore différent, je trouve. C'est vrai qu'on faisait la réflexion avec Paloma, on a retrouvé la phrase d'Ambroise Croizat qui disait il faut faire de la retraite non plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Donc il y avait cette logique inclue derrière qui était du fait que c'est aussi parce qu'on travaille moins longtemps qu'on peut vivre plus longtemps. Et aujourd'hui, on se faisait la remarque qu'on était dans l'extrême inverse et qu'on nous rabâchait sans cesse cette phrase on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. C'est vraiment ça aussi un axiome de la propagande, entre guillemets, ou du traitement médiatique de certaines, notamment chaînes d'infos. Est-ce qu'il y a d'autres termes comme ça sur lesquels on pourrait revenir qui vous semblent être des termes comme ça galvaudés Déjà le mot réforme. En lui-même, il dit tout, et son contraire, mais surtout tout. Il y a d'autres mots aussi, par exemple, il y en a tellement en fait, mais des éléments de langage comme ça. Au-delà des éléments de langage, c'est plutôt des choses qui sont énoncées comme des évidences. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, quand on parle de la retraite comme une nouvelle étape de la vie, ça donne plutôt envie. Quand on parle de la retraite comme, en fait, vous verrez bien, parce qu'il va falloir travailler plus, parce que vous allez vivre plus longtemps, alors qu'en réalité, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'augmentation de l'espérance de vie a augmenté, mais l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé n'a pas tant augmenté que ça. Et c'est vrai que souvent, on peut entendre comme une évidence, en fait. C'est même plus une question, c'est pas remis en question, c'est de toute façon, on va vivre plus longtemps, donc c'est tout à fait normal qu'on travaille plus longtemps. Notamment fait par des gens qui, eux, ont des métiers qui sont souvent très peu pénibles. C'est souvent les gens qui ont des métiers de bureau, voire des élus qui se permettent de dire ça. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a l'air de sortir de personnes qui sont en dehors du monde réel, des réalités matérielles des gens. C'est vrai, moi j'aurais bien aimé, je ne dis pas que le Premier ministre ne connaît pas le programme de 1945, mais après cette phrase tonitruante, on aurait aimé qu'il développe un peu, qu'il nous explique comment la suite du discours était non seulement une illustration, mais une démonstration de ce qu'il venait d'affirmer. Ça fait partie de ces mots qui se mettent à circuler et qui sont absolument dépourvus de tout contenu. Oui, mais comme universel, comme équitable, comme juste, etc., ce sont des mots qu'on ne peut pas être contre. Je veux dire, on est tous pour l'équité, c'est très bien, l'équité. Moi, je suis pour l'équité. Et pour autant, comme on nous le matraque sans arrêt, C'est comme quand ils disent un plan de sauvegarde de l'emploi pour dire un plan de licenciement, etc. On est vraiment sur... Mais bientôt, le ministère de l'Intérieur s'appellera ministère de l'amour avec Emmanuel Macron et on sera tous, effectivement... c'est un peu orwellien, comme vous dites, tout à fait. Ils sont détournés, puis en plus, indépendamment des éditorialistes, beaucoup de journalistes ne comprennent pas la réforme des retraites, concrètement, pour plusieurs raisons. Déjà, beaucoup de journalistes aussi qui sortent des écoles s'intéressent peu aux questions économiques et sociales. Sociales par rapport à leur origine sociale, souvent assez similaire. Économique parce que ça devient, entre guillemets, beaucoup trop technique, donc ils ne veulent pas s'aventurer là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un objet purement politique. Et en école, on nous apprend à faire du factuel ou du décryptage sur quelque chose qui est intrinsèquement politique, ce qui pose problème. Et là, beaucoup de journalistes en viennent à une impasse où, finalement, ils n'arrivent pas à décrire quelque chose de politique. Donc, il faut donner la parole à des experts qui vont décrypter la réforme sans se dire et se demander que il n'y a pas d'experts, il n'y a pas une voix, il y a des voix et surtout des pensées et des idées derrière ce qu'on peut penser d'une réforme politique. Et c'est pour ça que, au niveau de la presse, au niveau des articles, c'est assez fouillé, bordélique plutôt, qu'il y a un peu de tout, un peu rien, et que finalement personne s'y retrouve.
Certains médias font un très bon travail, mais c'est vrai que les chaînes d'information en continu, par exemple, plutôt que d'essayer d'expliquer la réforme des retraites, qui est complexe, vont aller voir tel usager qui a mis 3 heures à rejoindre son lieu de travail. Et donc, en fait, ça dépolitise, c'est vrai, totalement la question, parce que voilà, on n'a que des exemples de personnes individuelles qui se débrouillent avec la grève, qui en plus, pour la plupart, disent que... Enfin, évidemment, il y en a certains qui ne sont pas solidaires, mais il y en a qui, pour la plupart, disent bon, on se débrouille. Donc, c'est un peu creux, quoi. C'est vrai, quand on regarde les chaînes de... Justement, on l'explique un peu par rapport à ce que vous disiez sur la complexité pour une partie de la profession journalistique à prendre position, entre guillemets, ou en tout cas à admettre le fait que c'est une question politique. En fait, c'est une question de point de vue politique, c'est une question de choix de société. Et ce n'est pas une question purement factuelle et informative sur lesquelles on peut... rester totalement neutre. L'exemple des passagers, justement, parce que ça revient à chaque grève et à chaque mouvement social, on en a fait une enquête sur frustration pour interroger aussi des journalistes eux-mêmes qui sont retrouvés dans ce cas. Ils devaient aller chercher des témoignages. Et finalement, encore une fois, il ne faut pas avoir la vision qu'il y a un coup de fil de Macron, etc. C'est pire que ça, justement, parce que c'est du formatage, voilà, exactement, c'est rapide à faire. Beaucoup de rédacteurs en chef qui envoient leurs journalistes pigistes un peu à faire ça, alors que beaucoup ne refusent de le faire ou essaient de trouver des combines pour ne pas le faire, ont juste une image, une projection qu'ils se font d'un mouvement social, et c'est souvent du point de vue des usagers, c'est-à-dire parfois des personnes qu'elles peuvent se reconnaître eux-mêmes, c'est-à-dire prendre le train, etc. Donc ils ont forcément un peu plus d'empathie pour ces personnes-là, et beaucoup de journalistes se retrouvent un peu le cul entre deux chaises, au-delà de leurs convictions propres, devoir être contraints de le faire. Voilà, par fainéantise aussi, parce que c'est simple, tu as ton micro, tu vas interroger quelqu'un dans la rue, tu as un son qui est assez fort où une personne va s'énerver, et sans refaire tout ce qu'avait dit Bourdieu sur les micro-trottoirs et toutes leurs défaillances et tout ce qu'ils disent sans le dire frontalement. Voilà, c'est un problème en soi, mais c'est très courant et ça revient à chaque mouvement. J'ai été sollicitée par 2 ou 3 journalistes britanniques et allemands. C'était plutôt de la presse de bon niveau. Mais la première question, c'était pourquoi la France est-elle un pays irréformable. Et donc, ça suppose effectivement une longue discussion préalable sur la notion de réforme. Oui, vous perdez du temps à devoir en parler et déconstruire ce qu'il vient de dire. Et avec citation à l'appui, les Gaulois, etc. Oui, ce qui est navrant. Et donc, effectivement, il faut d'abord faire un cours. Oui. Et alors, ça crée une situation un peu compliquée parce que on n'est pas tout à fait... avec 3 intervenants, faire une redéfinition des termes. Mais bon, c'est assez préoccupant. Et encore une fois, il s'agissait plutôt... on n'était pas sur des chaînes en continu, là. Hein. Justement, c'est ce qu'on dit depuis le début, la réforme des retraites est une question politique. Et on va parler des mobilisations et des raisons de la colère en deuxième partie, juste après un petit magnéto. Nouvelle journée de mobilisation contre le plan Juppé. Le ministère de l'Intérieur totalise environ 600 000 manifestants. Pour la CGT, ils étaient 2 millions. Nous, ici, à Paris-Nord, on en a fait des grèves. On en a fait des grèves et on continue et on n'arrête pas. Mais là, cette fois-ci, jamais, j'ai l'impression, on a eu autant la possibilité de gagner. La SNCF prévoit pour demain dimanche la circulation d'un train sur 3 ou sur 4. Qui est pour reconduire la grève jusqu'à vendredi? Mais reste, je dirais, l'essentiel. Le malaise révélé par ces conflits, le ras-le-bol des Français, auxquels on demande des sacrifices depuis 20 ans au nom de la crise, le malaise des classes moyennes, petits fonctionnaires ou salariés du secteur privé. Oui, nous sommes rémunérés pour un travail concret dont nous sommes fiers. Un travail si concret que, contrairement à M. Delevoye, nous ne pouvons pas oublier que nous l'avons fait. Ça ne nous arrange pas les métros en panne, hein? La prise d'otage, on peut appeler ça comme ça. On peut s'arranger un jour ou deux. Enfin, ça fait rien, on fait ce qu'on peut. Hein. D'abord que les enfants ont des jouets, c'est leur joie. Je crois qu'il est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que ce mouvement, le moment venu, se termine justement d'une façon qui soit ressentie comme positive. Ça suffit, ça fait des mois et des mois qu'on les avait prévenus qu'on allait partir en grève. Ça fait 7 jours que l'on est en grève. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Le sens de l'histoire, c'est d'être solidaires entre nous. C'est de se serrer les coudes et pas d'être dans la division. Alors plus que jamais, moi j'appelle l'ensemble des cheminots bien évidemment, mais plus largement l'ensemble des salariés français,
toutes les générations à rentrer dans la lutte, à durcir le mouvement et surtout à ne rien lâcher face à ce gouvernement. Alors simplement pour préciser, nous enregistrons cette émission le mercredi 18 décembre, donc ça fait 13 jours que la grève a commencé. C'est simplement en termes de temporalité, comme il va se passer beaucoup de choses cette semaine par rapport à tout ce qu'on se dit. Donc, d'abord, pour commencer, moi, ce que je voulais, c'est qu'on revienne un peu sur les raisons de la colère. On l'a un tout petit peu fait en première partie sur ce qui pouvait susciter potentiellement du mécontentement avec cette réforme par points. Et notamment, l'un des premiers arguments qui est énoncé par les grévistes et les manifestants, c'est finalement, c'est une réforme qui va accroître les inégalités. Et moi, ce que je voulais voir rapidement avec vous, Anaïs, c'est la question des femmes qui, pour moi, est assez symbolique, en fait, de cet accroissement des inégalités en général. Donc, effectivement, c'est la grande cause nationale d'après Emmanuel Macron, mais en fait, déjà, moi, ce que je voudrais souligner, c'est que le gouvernement confond clairement les femmes et les mères, puisqu'il n'arrête pas, Édouard Philippe n'arrête pas de dire partout que... c'est une réforme qui favorise. Exactement, en annonçant en même temps des réformes qui concernent uniquement les mères. Donc j'aime bien rappeler avant que toute femme n'est pas forcément mère, n'a pas forcément vocation à l'être, c'est un choix bien sûr de chacune à ce sujet. En ce qui concerne maintenant donc, les mesures qu'il annonce, en fait, donc on nous annonce par exemple des mesures comme on va majorer de 5% les points à la naissance de chaque enfant à partir du premier enfant. Bon. Et donc cette majoration sera sur les points de la mère, sauf choix contraire de la part du couple. Donc le problème de ça, c'est qu'effectivement, déjà c'est une mesure qui est proportionnelle et pas forfaitaire. Ça veut dire qu'en fait les femmes plus riches, ils gagnent plus. Donc c'est déjà une première, c'est-à-dire que pour avoir quand elles ont un enfant, les femmes riches vont bénéficier plus de cette mesure que les femmes pauvres, ce qui pose déjà, à mon avis, un problème. Bon. Et ensuite, ça pose également un autre problème, c'est que dans la plupart des couples hétérosexuels, l'homme gagnant plus que la femme, il est fort probable que le couple, s'il est rationnel, donc s'il pense un peu à long terme les choses, mette cette majoration sur le compte donc, du mari, du conjoint, du père, pour pouvoir bénéficier de plus de majoration à l'avenir. Et il aura raison de le faire, puisque normalement, ça permettra de gagner plus en fait en termes de pension. Bon, sauf qu'en cas de divorce. Exactement. Sauf qu'en cas de divorce, la femme sera pénalisée, donc elle sera précarisée, en fait, elle pourra moins se séparer de son conjoint. Donc après, on pourra lui reprocher, comme c'est un éditorialiste, exactement, voilà, d'avoir divorcé alors qu'elle n'aurait pas dû, finalement. Il y a notamment aussi le cas de la pension de reversion qui est touchée en cas de décès du conjoint qui est touchée. Et aujourd'hui, en fait, cette pension, elle est touchée à 90% par des femmes. Et il y a deux modifications principales. Oui, alors en fait, il y en a donc le fait qu'en fait on puisse plus en fait la toucher en cas de divorce. Donc ça c'est embêtant puisqu'on a des femmes par exemple qui vont être mariées à quelqu'un, qui vont élever les enfants, peut-être prendre du temps pour pouvoir les élever, etc. Donc moins cotiser de leur côté et qui vont ensuite après donc finalement moins gagner à la retraite puisqu'elles ne gagneront pas cette pension de reversion auquel pourtant elles auraient sûrement droit. Et donc elles pourraient potentiellement pour les femmes victimes de violences être tentées de ne pas quitter leur conjoint de manière à ne pas se retrouver dans une précarité extrême. Exactement, voilà. Alors qu'en plus, encore une fois, c'est une des causes nationales qu'on essaie de défendre, les violences faites aux femmes, de lutter contre plutôt. Et donc le deuxième, donc c'est le recul de l'âge auquel on touche la pension de reversion, parce qu'on va passer de 55 à 62 ans, donc on va forcément la toucher moins longtemps finalement. Qui vont lorgner à chaque fois où ils peuvent sur des petites postes de dépenses à ceux qui ont le moins. En fait. Mais oui, en fait, c'est-à-dire que les plus précaires sont beaucoup plus touchés par la réforme. En fait, si vous voulez, ça ressemble beaucoup à la réforme du chômage d'ailleurs. Mais exactement, mais le lien est clair, c'est-à-dire qu'en fait, on a les plus précaires qui, avec la réforme des retraites, sont touchés 3 fois. Bon, déjà parce qu'ils gagnent moins pendant leur carrière, donc déjà, ils ont un salaire inférieur. Ensuite, ils vont toucher moins avec la pension de retraite. Bon, donc là, ils vont encore être en dessous. Bon, ce qui est déjà le cas actuellement, mais en tout cas, on aurait pu justement essayer de résoudre ce problème-là au lieu de l'aggraver encore, voilà. Et enfin une troisième fois parce qu'avec leur espérance de vie qui est souvent moindre, bien la retraite ils vont la toucher pour un montant moindre, moins longtemps. Donc ils ont tout gagné. Parce que je rappelle par exemple que l'espérance de vie des 5% les plus riches est 13 ans supérieure à celle des 5% les plus pauvres aujourd'hui en France. Donc on a vraiment un gros écart. Des égoutiers il y a quelques jours à Paris et ils nous expliquaient que certains de leurs confrères mouraient 1 an après avoir pris leur retraite. Oui, voilà. C'est oui. Si je peux ajouter une chose, il y a une phrase qui m'a terrorisée dans le discours de Philippe, enfin tout était terrorisant, mais quand d'un revers de manche, il a dit bon, il faut bien qu'on se mette dans la tête que de toute façon, il n'y aura plus de carrière
dernière, il n'y aura plus de statut. C'est-à-dire qu'il a décrété que c'était la fin du salariat, la fin du modèle du salariat avec lequel on a vécu et pour lequel on se bat. Et pour lequel on croit en plus aussi. Oui, mais si on se bat, c'est qu'on y croit. Et qui en plus. Et du coup, en fait, donc pourquoi est-ce qu'ils font tout ça aussi? Je voulais aborder la question de la capitalisation, parce qu'il y a des gens comme BlackRock, dont on a vu par exemple que le PDG a rencontré, le CEO d'ailleurs, on ne dit pas PDG chez eux, a rencontré Emmanuel Macron, et dont on a vu qu'en fait il avait rencontré Emmanuel Macron, on a appris à plusieurs reprises depuis son élection, et qui apparemment a des parts dans plusieurs entreprises du CAC 40, ou en tout cas qui travaille avec plusieurs entreprises du CAC 40. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est pourquoi est-ce qu'ils font tout ça et pourquoi est-ce qu'ils ouvrent ce système de retraite. Enfin, moi je l'assume parce qu'ils ouvrent une grosse part du gâteau à leurs copains. Et que malgré tout, ils croient aussi à ce modèle-là, privé, capitalisé, etc. quoi. Et donc là, sur BlackRock, on est bien d'accord, vous parliez tout à l'heure de 300 milliards d'euros, donc c'est un gâteau énorme, mais c'est-à-dire qu'en fait, pactole. Mais oui, c'est pas seulement qu'ils y croient, c'est qu'ils y ont intérêt en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas une histoire c'est pas seulement une histoire de croyance à mon sens, c'est vraiment une histoire d'intérêt économique pur. On a effectivement donc 300 milliards aujourd'hui, donc aujourd'hui par répartition, en fait, on a donc les générations d'actifs qui cotisent pour les générations de retraités. Donc, à un temps T, en fait, tout l'argent est redistribué constamment pour les actifs vers les retraités. Ce qui, d'ailleurs, au passage, signifie qu'en fait, en 1945, quand le système a été mis en place, on a eu plusieurs générations de retraités qui ont bénéficié du système sans jamais avoir cotisé, puisque donc, ça commençait comme ça. Donc, c'est vraiment une idée, d'ailleurs, ce sujet-là a été extraordinaire. Enfin, à mon sens, c'est quand même vraiment très, très, très beau, cette histoire, quand même. Voilà. Non, juste, bon. Et en fait, donc, on a ça. Et donc, par capitalisation, on va avoir quelque chose où, finalement, en temps T, les actifs vont cotiser pour, en T+1, avoir quelque chose. Donc, il va bien falloir qu'ils le placent quelque part, leur argent. Et cet argent va passer dans des fonds de pension. Ils vont donc, finalement, essayer de générer des intérêts, générer de l'argent avec donc, toute cette épargne accumulée, des profits, quoi, bon, finalement. Donc, à la fois, c'est beaucoup plus risqué pour le petit épargnant, qui, lui, du coup, risque de se retrouver sur la paille si jamais le système fait faillite, comme c'est le cas, par exemple, aux États-Unis, avec la crise de 2008. On a des fonds de pension qui ont fait faillite et donc des retraités qui n'ont plus rien. Donc, c'est vraiment horrible comme système. On a également, de l'autre côté, des financiers qui se font beaucoup d'argent puisqu'ils vont donc récupérer le profit de ces 300 milliards. Enfin, on n'est pas encore là, bien sûr, mais dans l'idée, si jamais un jour la France entre en capitalisation complète, on a donc des financiers qui récupéreront l'argent de ces 300 milliards d'épargne placée à chaque instant. Voilà. J'en profite pour signaler que, là, en fait, ce mouvement, il est déjà un peu en cours, même si on n'a pas beaucoup parlé, avec la loi Pacte qui est passée en avril 2019, donc en avril dernier, et qui a été en fait un peu le cheval de Troie de tout ça, puisqu'elle instaure des mécanismes d'épargne, le plan épargne-retraite, donc un début de capitalisation pour les plus riches. Donc on a déjà des dispositifs, par exemple, où en fait, si aujourd'hui vous êtes riche suffisamment pour pouvoir faire une épargne-retraite abondante, vous pouvez défiscaliser une partie de des sommes placées. Donc c'est non seulement les riches capitalisent déjà, mais en plus, nous finançons tous leur capitalisation avec la baisse d'impôts que ça engendre. Enfin, la baisse de recettes fiscales pour l'État que ça engendre. Alors pour parler maintenant des mobilisations, on l'a vu dans le magnéto, on a un petit peu l'impression aujourd'hui que l'histoire se répète et il y a un certain nombre de parallélismes qu'on peut faire avec ce qui s'est passé en 95 et le moment où justement le gouvernement de Alain Juppé a reculé devant la rue après 3 semaines de mobilisation pour demander le retrait de la réforme des retraites. Je me tourne donc vers vous évidemment pour en discuter, Daniel Tartakovsky. Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui ce qui est en train de se passer au niveau des mobilisations? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que Philippe a éprouvé le besoin de se placer sous le drapeau du programme du CNR. Les syndicats ont lancé leur mouvement un 5 décembre, c'est-à-dire ont réactivé la mémoire de ce dernier grand mouvement victorieux qui a été la grève de 95. C'est important parce que quand il s'agit de référence à l'histoire, il faut toujours savoir si c'est les acteurs qui mobilisent une histoire ou si c'est les journalistes qui essayent de comprendre. Non, là, ce sont les acteurs qui se sont réinscrits dans une histoire qui était une histoire victorieuse. Et ça disait quelque chose de très fort sur la force des attentes et sur le sentiment qu'ils avaient de pouvoir réaliser une mobilisation d'aussi grande ampleur, ce que ces derniers jours laisse à penser.
Alors évidemment, bon, c'est d'autant plus important que nous le savons tous, nous avons vécu une année avec la crise des Gilets jaunes, où on a entendu, on est toujours là dans les effets de langage sur lesquels on ne revient pas, que les syndicats étaient morts, que les mobilisations classiques, il fallait plus y compter. Donc c'est le retour des syndicats. Évidemment, ce retour des syndicats, il n'étonne absolument pas ceux qui ont l'habitude de travailler sur le mouvement social et qui savent très bien que ça n'est pas une histoire linéaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une parenthèse. Je crois que la crise des Gilets jaunes, dans sa complexité, a contribué à modifier le climat dans ce pays et donc à participer aussi. Il y a toute une série de facteurs qui participent de cette reprise de confiance et de ce retour au premier plan. N'oublions quand même pas que le mouvement syndical, il a subi coup sur coup 3 très graves défaites, dont une défaite sur la question du statut des cheminots. Il est clair que lorsque Emmanuel Macron est venu à bout du statut des cheminots, il a eu le sentiment que c'était l'autoroute, et qu'il n'y avait plus aucun obstacle et qu'il pouvait accélérer. Alors, manque de chance, l'histoire est toujours plus complexe que les technocrates ne le pensent, et on a vu se surgir ce mouvement que nul n'attendait. Bon, alors, nous en sommes là. Nous ne sommes plus en 95 pour des quantités de raisons. D'ailleurs, les manifestations n'ont pas l'allure des manifestations de 95, mais ce sont des manifestations d'une très grande ampleur. Moi, j'étais très frappée dans la dernière par la forte présence des métiers qu'on avait moins vus jeudi dernier, de différentes natures. D'ailleurs, hein, c'est pas uniquement les cheminots construisant leur histoire avec les torches rouges, c'était superbe en 95, mais là, on a quand même une très grande diversité de métiers, avec traversant l'ensemble des revendications. Bien sûr, la question des retraites, puisqu'elle est universelle, la revendication devient tout naturellement universelle, mais également les services publics. Et de ce point de vue-là, on a un fil directeur qui traverse la crise des Gilets jaunes, qui ressurgit dans ce mouvement, qui a caractérisé tous ces mouvements intermédiaires, hospitaliers en colère, professeurs en colère, enfin tout le monde était en colère. Moi, je m'étais un petit peu interrogée sur cette irruption du mot colère, puisqu'on parlait des mots tout à l'heure. C'est vrai que c'était les acteurs qui parlaient de colère, et c'était un peu perturbant, parce qu'en d'autres temps, on aurait dit lutte. Bon, en même temps, il faut toujours prendre les acteurs. C'est vrai qu'on parle de grogne sociale, de il colère. Il faut toujours prendre les acteurs au sérieux. Mais les acteurs se sont qualifiés de... Bon, il y a de la colère, mais cette colère, aujourd'hui, elle s'exprime dans des formes qui sont des formes classiques, mais c'est pas un gros mot, les formes classiques. Et quand vous parlez de tous ces métiers qui se sont rassemblés, moi j'ai eu le sentiment qu'un peu comme les Gilets jaunes ont entre eux redécouvert ce qu'était une forme de sociabilisation en allant sur les ronds-points, en se retrouvant, etc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont retrouvés, en réalité, qui étaient chacun dans leur lutte, chacun dans leur secteur, et que là, il y a une espèce de retrouvailles, des espèces de retrouvailles qui se font et que tout le monde peut... C'est pas de même nature. On a, encore une fois, on a un texte qui est un texte unifiant, puisqu'il se veut universel. On a des attaques d'une violence inouïe contre les services publics, et c'est un facteur unifiant. On a des confédérations syndicales dont c'est la fonction que d'essayer de penser l'intérêt général et donc d'essayer d'articuler les différents types de luttes. Donc oui, bien sûr, c'est toujours sympathique de se retrouver au coude à coude dans une manifestation. Mais je disais dans l'une de vos interviews, vous disiez c'est l'un des derniers bastions à défendre, en fait, les retraites. Ben, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, oui, c'est la mère des réformes, comme disait le président, donc prenons-le au mot pour une fois. Donc c'est la mère de ce que nous devons préserver pour toutes les raisons que vous rappeliez il y a un instant. C'est clair que si cette réforme passe, on franchit un pas énorme dans un monde nouveau, oui, mais qui sera le monde de la précarité, le monde de la misère et le monde de l'inégalité. Ce qui est intéressant dans le parallèle avec 95, c'est de se dire aussi que finalement, aujourd'hui, on a aussi un écho dans le monde de cette remise en question de réformes néolibérales, de la même manière qu'en 95, on avait une forme de naissance de l'altermondialisme. Est-ce que vous avez l'impression que ça résonne aussi d'une certaine manière de ce côté-là? Il est clair que le mouvement de 95 a joué un rôle important dans la structuration de l'altermondialisme, que ça a été finalement la voie française à l'altermondialisme, avec ensuite la structuration d'attaque, et que l'altermondialisme
enfin pour tous ceux d'entre nous qui nous sommes beaucoup ennuyés pendant les années 80, brusquement, on s'était remis à respirer parce que brusquement, on pensait de nouveau, on essayait de penser le monde tel qu'il n'allait pas, on essayait de définir un adversaire, on essayait de lutter là où il y a, ensemble, Seattle, là où il y avait une efficacité d'une lutte avec des déclinaisons qui étaient souvent des déclinaisons qui passaient par la grève, hein, qu'on pense aux grèves de Corée, aux grèves américaines, aux grèves de 95. Le mouvement actuel s'inscrit dans ce que on pourrait qualifier de troisième grande vague transnationale de conflictualité, donc l'altermondialisme, les années 2011. Aujourd'hui, moi j'aurais tendance à penser que 2011, aujourd'hui, c'est une même séquence. Alors c'est une séquence beaucoup plus complexe, beaucoup plus confuse. Il est évident que dans l'ensemble des mouvements qui se sont développés, et en 2011 et aujourd'hui, il y a une dimension antilibérale qui n'est pas exclusive, puisqu'on a des dimensions anti-autoritaires qui priment souvent sous la dimension antilibérale. Les historiens ont immédiatement fait ressurgir le printemps des peuples, les journalistes aussi. J'aurais tendance à dire que là, ça fait image, mais que les images n'expliquent rien, que ça n'a évidemment rien à voir avec 1848. Je me sentais plus à l'aise avec la façon de penser de 1995 et l'altermondialisme. On sait bien que pour des raisons planétaires, hein, qui tiennent aussi au tournant de 2002 avec les attentats, l'altermondialisme, certes, n'est pas mort en 2002, mais il a perdu la centralité qu'il a pu occuper pendant une toute petite décennie. Il n'est pas mort, il y a des phénomènes... Bon, il est présent dans l'ensemble des mouvements sous des formes qu'il faut un petit peu traquer. C'est vrai. Et là, on retrouve l'usage du mot colère. Colère, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Tandis que l'altermondialisme, on savait ce qu'on voulait faire, en tout cas. Donc, je ne vais pas dire que c'est régressif, mais on peine à théoriser, on peine à penser les grands cadres. Enfin, il est absolument essentiel, encore une fois, qu'il y a des textes comme le vôtre qui nous permettent de nous accrocher à la réalité qu'on nous masque, parce que la colère, c'est... Oui, c'est de la résistance, c'est de la réaction, mais on ne pense pas forcément... C'est so what. C'est pas une autre voie. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on parle plus de juxtaposition des colères que de convergence des luttes, mais aussi peut-être parce que ça évoque quelques défaites avec Nuit debout, etc. Donc on a tendance plus à utiliser d'autres termes aussi pour se réinventer quelque part. Et surtout, ça fait un peu, comment dire, pour des personnes qui ne sont pas forcément politisées, pas forcément d'un milieu syndicaliste ou militant de base, de partir de sa colère, justement, pour pouvoir... la dépasser. Je voulais qu'on revienne aussi un peu sur le traitement médiatique des mouvements de mobilisation. Moi, notamment parce qu'on a pu le voir, là on vient de parler des mouvements à travers le monde, on a pu voir le traitement médiatique du cas de Hong Kong par les médias français, en comparaison avec des cas similaires en France de violence, etc. Il y a tout cet argumentaire autour de la violence, tout cet argumentaire, quand c'est... Enfin bref, donc je voulais qu'on revienne un peu sur tous ces mécanismes. On a vu comment essayer de vendre une réforme, maintenant j'aimerais qu'on voit comment essayer de décrédibiliser un mouvement. Quels sont les mécanismes qui permettent comme ça de créer des divisions au sein de ce mouvement? Alors, créer des divisions, on peut partir du lexique déjà. Vous avez parlé de grogne sociale tout à l'heure. C'est un très bon exemple parce que grogne, effectivement, ça fait penser à un animal, à une colère, quelque chose de diffus, sans anticipation ou projet politique, etc. C'est aussi une manière de décrédibiliser à force de le répéter. Sinon, le terme de violence, souvent on demande de condamner les violences, une injonction à la condamnation. Celle-là, elle est très reprise dans les médias aussi. En fait, il faut avoir à l'esprit, c'est que, encore une fois, en partant des écoles de journalisme et de la formation de certains journalistes, c'est que les violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes, elles ont tardé à arriver, que ce soit même le terme, chez beaucoup de journalistes. Oui, c'est ce qu'on a évoqué lors de notre dernière émission. Voilà, exactement. Et ça, c'est parce qu'il y a une espèce de confiance aux institutions et à l'État. L'État ne peut pas mentir. L'État est voilà, intrinsèquement juste. Et il y a une espèce de foi comme ça, où on doit faire confiance aux institutions, on doit faire confiance aux chiffres de la préfecture, notamment pendant une manifestation, etc. Mais là, les journalistes, j'ai le sentiment que par rapport au mouvement des Gilets jaunes, pendant un an, qui ont bousculé leurs habitudes, ils n'avaient pas d'interlocuteurs, etc. Là, ils reprennent leurs bonnes vieilles habitudes, dont les micro-trottoirs, etc. Ils ont des syndicalistes, etc. Il y a le jeu du dialogue social avec la CFDT, ça ils adorent, parce que ça théâtralise à fond, ça fait beaucoup de papier, tu peux faire une émission là-dessus.
là-dessus sur BFM non-stop pour justement donner du grain à moudre à cette idée qu'il y a un conflit entre la CFDT et le gouvernement. Ce qui est absolument faux, mais en tout cas, ça fait partie de cette romance-là. En fait, c'est sur la question de la division que je trouve ça intéressant. C'est d'une certaine manière de donner l'impression que tout ça sont voilà, des luttes individuelles très disparates, qu'on a d'un côté les régimes spéciaux, qu'on a d'un côté le régime général, et que donc, en fait, voilà, ce ne sont pas des colères qui rassemblent, mais des colères qui séparent. Pour mieux dépolitiser, justement. Voilà, et qu'il y a une forme de dépolitisation. Voilà, et qu'il n'y a pas un grand débordement, comme dirait Adi Lordon récemment. Oui, c'est pour dépolitiser. Ça, c'est les éditorialistes qui vont aimer justement diviser pour mériner d'une certaine manière. Et beaucoup de journalistes aussi n'ont pas l'habitude de donner du liant à des situations individuelles. Ils vont vachement individualiser des phénomènes de violence policière. Ils vont dire on en a parlé, donc c'est bon, on a fait notre travail. Mais en fait, ils vont dépolitiser ça et faire en sorte que ce ne soit pas vu de manière structurelle. Après, ils vont dire que ce n'est pas leur travail, mais ça reste quand même l'objet du travail journalistique de base. Alors, ceci dit, les journalistes ne sont pas coupables de tout. Le gouvernement y a vraiment mis du sien en termes de division. Oui. À l'heure où nous parlons, il est vraisemblable que la division va bon train. On parle du langage général qui est ressorti, et c'est vrai que souvent, en fait, on voit aussi des dépêches AFP dont les journalistes ne sont pas forcément responsables, mais en tout cas qui reprennent les éléments de langage du gouvernement sur notamment cette question des régimes spéciaux. Exactement. Et on le voit bien sur ce magnéto et sur d'autres, sur cette idée de à chaque fois des personnes qui bénéficient du régime spéciaux qui disent nous ne sommes pas des privilégiés en fait. Et ça donne une couleur politique, enfin comment dire, c'est d'apparence neutralité finalement quelque chose qui est très politique encore une fois en reprenant le communiqué du gouvernement. On parle souvent de la question de l'intention, du degré d'intention qu'il y a quand par exemple on va interviewer un plombier qui se retrouve à être en marche, etc. Finalement je pense que le journaliste il a dû avoir dans sa base de données quelque chose de rassurant par rapport aux gilets jaunes. Bon bah il y a un plombier qui est là, du coup je pourrais l'interroger, je vais titrer pour faire un espèce de contre-pied, etc. Et c'est beaucoup plus diffus et beaucoup plus... Vous expliquer le cas, parce que je pense que la plupart des gens ne savent pas, connaissent pas forcément... En fait, ils ont fait exactement. Ils ont fait une série de portraits de Monsieur et Madame Tout le Monde qui sont plus ou moins favorables à la réforme des retraites. Là, il y avait le cas d'un plombier, justement, et on a... après, ça a été grâce aux réseaux sociaux, du coup, on a rapidement su qui était ce monsieur, finalement très connu, qui était passé dans beaucoup de médias, qui a été en marche, qui était chez des entreprises, etc., avant de devenir plombier récemment. Et forcément, tout de suite, on se demande, est-ce que c'est une commande du gouvernement, parce que c'est France Info, c'est service public, etc. Encore une fois, non. C'est tout bête et à mon avis, ça devait être encore une fois dans la base de données du journaliste qui devait faire son papier dans la journée et qui finalement a titré là-dessus en pensant bien faire, alors que finalement, c'était quelque chose de très politique, inconsciemment, encore une fois, ce qui est encore plus difficile à combattre. Après, il décrédibilise beaucoup au final. Bien sûr, tout ça crée de la défiance énorme chez les gens. Exactement. Qu'on a pu retrouver pendant le mouvement des Gilets jaunes, où des journalistes pigistes étaient envoyés sur le terrain face à des interlocuteurs qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, en fait. Voilà, c'était pas des institutionnels, etc. Finalement, il y avait un argument qui revenait, comme quoi ils étaient payés en pige ou mal payés aussi, donc les Gilets jaunes étaient... un peu difficile avec eux alors qu'ils avaient le même niveau de revenus. Sauf que le problème, c'est que l'origine sociale de beaucoup de journalistes aussi crée une barrière culturelle avec beaucoup de gens sur le terrain et du coup une incompréhension mutuelle. Et qu'ils n'ont pas forcément retrouvé avec le mouvement social actuel parce qu'encore une fois, ils ont les syndicalistes, etc., leurs petites habitudes pour aussi les rassurer. On va passer à la troisième partie. On va parler des solutions aussi qui peuvent exister, des alternatives à cette réforme, mais aussi voilà, de la façon dont on pourrait aujourd'hui sortir de ce qui semble être un peu une impasse, juste après ce troisième magnéto. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu empêcher cette érosion permanente des droits à retraite? C'est parce que nous ne nous sommes pas battus sur le droit au salaire des retraités. Je ne vois nulle part dans les propositions des opposants à la réforme la proposition de partir de ce déjà-là, qui est le fait que les pensions sont calculées non pas en fonction des cotisations passées de l'intéressé, mais en référence à un salaire à remplacer. Partir de ça, constater, comme vous l'avez dit, que du coup la qualification, c'est-à-dire la contribution de la personne à la production de valeur qui vaut son salaire, plus le profit évidemment approprié par le parasitisme des propriétaires capitalistes, mais cette qualification qui était, avant qu'il prenne sa retraite, celle de son poste,
devient la sienne quand il prend sa retraite. Et là, nous anticipons ce qui devrait être le statut de tous, de fait, hein, que nous soyons titulaires de notre qualification et donc de notre salaire, que le salaire soit un droit politique attaché à la personne. Et c'est à ça que s'attaque Macron. Il s'attaque au niveau des pensions, il les discrimine. Ça, c'est pas nouveau du tout, c'est ce qui existe depuis 30 ans. Mais il s'attaque surtout, et c'est ça qui est nouveau, hein, il s'attaque au statut même du retraité. Le retraité, ce n'est pas un travailleur qui a droit à la poursuite de son salaire, c'est un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations. Là, on remet le salaire dans les rails de l'emploi, on lie à nouveau le salaire à l'emploi, au lieu de l'attacher à la personne. Je rappelle que la revendication, par exemple, fondamentale de la CGT, la sécurité sociale professionnelle, c'est de faire passer la qualification du poste à la personne. Dans l'emploi, c'est le poste qui est qualifié. Et si je suis sans poste, ben je suis à poil. Alors que dans ce qui a été conquis pour la retraite dans le régime de base, mais aussi dans le régime des fonctionnaires, mais aussi dans le régime des salariés à statut, tous ces régimes qu'attaque précisément la réforme, c'est le fait que la qualification, c'est la mienne. En réalité, soit c'est une réforme financière, et là le gouvernement bloque parce qu'il y a des propositions faites par l'opposition, par les syndicats, par exemple. En vérité, ce n'est pas une réforme des retraites qu'il faut, c'est une bataille sur l'emploi. 1 million de personnes en plus sur le marché du travail, c'est 10 milliards d'euros de cotisations sociales. Donc le problème que le corps pointe pour 2025, il n'y en a plus. Une deuxième, si on réalise l'égalité salariale, qui est une forte demande, à juste raison, c'est 9 milliards d'euros dans les caisses. Vous voyez, il y a plein de propositions comme ça. Faire cotiser les dividendes au même niveau que les salaires, c'est 31 milliards d'euros. Mais en réalité, cette réforme, c'est une réforme de société. Ça, elle dit quelque chose. Dans quelle société voulons-nous vivre? Et moi, je vous le dis, je ne souhaite pas une société où l'on meurt au travail et où, si on arrive à la retraite et si on a cette chance-là, on est dans la précarité. Ce n'est pas possible. On a mis cet exemple de Bernard Friot qui parle du salaire à vie simplement pour lancer un petit peu le débat sur les autres alternatives qui peuvent exister et les autres façons d'imaginer notre réforme du système de retraite. Anaïs Nogel, vous avez signé un appel ce lundi 16 décembre avec un collectif de syndicalistes, d'économistes, de chercheurs dans l'humanité dans lequel vous appelez en fait à une réforme de progrès social et de civilisation, parce que beaucoup disent aujourd'hui que cette réforme des retraites porte en son sein aussi finalement un changement de, enfin voilà, une question civilisationnelle. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu rapidement les grands points que vous mettez en avant dans cet appel pour justement avoir, donc je vous cite, un système de retraite à la hauteur des défis du XXIe siècle? En fait, c'est la question de choix collectif, si vous voulez, cette histoire de retraite. Moi, ce qui me paraît vraiment très important, c'est qu'en fait, on redonne aux citoyens ou à la citoyenne la possibilité de choisir un peu ce qu'on veut faire ensemble. Est-ce qu'on veut être en commun ensemble? Est-ce qu'on veut avoir des systèmes forts de protection sociale ensemble ou pas? Et là, je trouve qu'en fait, le débat est complètement technique. C'est-à-dire que ce que nous propose le gouvernement sont des petits ajustements budgétaires pour faire, en fait, mais pas seulement pour les retraites, mais pour beaucoup dans beaucoup de situations, où on va en fait moduler un peu ce que font les gens avec autant de ressources pour pouvoir faire mieux avec moins, ou avec des petits projet un peu technique, mais finalement pas vraiment politique, au sens politique vraiment large du terme, alors que quand on avait par exemple le Conseil national de la résistance, pour revenir à lui, c'était un vrai projet qu'il nous proposait, c'était un vrai projet de vivre ensemble, de vivre collectivement. Moi, en tant qu'universitaire, mon but n'est pas de donner mon avis personnel, bon, il est facile à deviner, hein. Bon, c'est pas trop dur, mais néanmoins, moi j'aimerais bien plutôt essayer de sensibiliser les gens à reprenez un peu en main vos systèmes de retraite, votre état social, état-providence, etc. Et pour ça, donc, il y a donc différents modèles possibles. Par répartition actuelle, il n'est pas parfait. Et là, du coup, on le dit d'ailleurs dans l'appel, hein, il n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on peut améliorer, par exemple la question des femmes qui ont une pension bien inférieure à celle des hommes aujourd'hui, la question du fait qu'aujourd'hui c'est plus une redistribution finalement qui est assez horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment le système de retraite n'est pas conçu, si vous voulez, pour que les riches donnent beaucoup plus dans le système que les pauvres, par exemple, ou même si dans les faits c'est un peu le cas, c'est pas conçu pour ça vraiment. Donc il y a différentes choses comme ça qui pourraient être modifiées, mais en tout cas, j'appelle à ce que les débats soient moins techniques et plus un peu comme dans cette émission, réfléchir un peu sur le fond à ce qu'on veut en tant que citoyen ou citoyenne. Bon, par exemple, hein, ce qu'on dit dans l'appel, hein, mais que je vous résume très rapidement parce que j'ai déjà beaucoup parlé, c'est que finalement, on pourrait trouver d'autres sources de financement possibles
pour les retraites, notamment les revenus du capital qui ne sont pas du tout touchés aujourd'hui par les cotisations, puisqu'aujourd'hui les cotisations sociales elles sont basées sur le travail en France et pas sur le capital. Donc de fait, on a beaucoup de revenus qui échappent à des possibles cotisations. On pourrait également augmenter très simplement, par exemple, le taux de cotisation. Hein, et donc si on le fait, le système est viable pendant encore des décennies, voilà, donc ce serait très facile. On peut aussi, nous ce qu'on aimerait également, c'est qu'on démocratise le système aussi pour que les syndicats aient vraiment leur part à jouer, que ce ne soit pas juste une mascarade où les syndicats, on leur impose une ligne de conduite, comme on l'a fait pour le chômage par exemple, pour l'assurance chômage, et après du coup on dit ils n'ont pas réussi à s'entendre, du coup on fait une réforme extrêmement dure, c'est de leur faute à eux si on impose des choses extrêmement dures aux chômeurs. Et enfin on pourrait également, on pense, unifier par le haut ou au moins par le 3/4 ou le milieu, plutôt que par le bas tout le temps, notamment la question des régimes spéciaux, hein, qui est l'alibi de toutes les réformes. Donc finalement, quand on est, plusieurs économistes de gauche en viennent à penser qu'effectivement, les régimes spéciaux, il faudrait les supprimer pour, non pas pour des raisons comme le gouvernement de droite, je dirais, mais pour que tout le monde défende le même système et qu'on n'ait plus après à nous opposer l'argument du regardez les privilégiés là-bas qui justifient cette réforme extrêmement dure pour tout le monde. Avec un nivellement par le haut, tout à fait. Voilà. On se rend compte que donc en fait, là on le voit, vous le dites vous-même, mais il y a des formations politiques qui ont formulé la proposition de faire une retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités. Je sais que le Parti communiste français l'a fait, la France Insoumise aussi, d'autres forces politiques l'ont fait aussi. Donc on voit bien que ce n'est pas une nécessité absolue de réformer, et encore moins de cette manière, ce régime des retraites. Donc la question que j'aimerais qu'on se pose maintenant, c'est comment on va sortir de cette crise, parce que d'un côté, il y a l'air d'avoir du côté du gouvernement la volonté ferme d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, Emmanuel Macron a même quasiment dit qu'il mettait en jeu sa réélection et le fait qu'il se représenterait au fait de réussir à passer cette réforme. Et à l'inverse, il y a l'air d'avoir du côté des manifestants une volonté extrêmement forte de ne pas céder jusqu'au retrait de la... En disant qu'il n'y aura pas de trêve à Noël. Voilà, il y en a qui disent le 25, venez, on installera une grande table devant le dépôt RATP, et on mangera tous ensemble, etc. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme sortie de crise, ou en tout cas comme continuité là, du mouvement? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une très grande radicalisation? On voit que les forces de l'ordre, pour l'instant, ne sont pas trop violentes par rapport à d'autres types de mobilisations qu'on a vues. Avec les mobilisations, moi, je prendrais peut-être bon, évidemment, aucun d'entre nous n'a la réponse à votre question, donc je crois que... Mais peut-être pour prolonger ce que vous disiez, ça va peut-être vous ramener à votre question. C'est vrai qu'en 1945, la question des retraites, elle s'inscrit dans un programme global, vous le rappeliez. Et qu'est-ce que le CNR se propose? C'est de fonder une véritable démocratie économique et sociale. Les mots importants, c'est véritable, économique et sociale. La démocratie, elle était déjà là. Pourquoi est-ce que ça... Il me semble que et n'oublions pas que dans ce texte-là, il n'y a pas un mot sur les institutions politiques, parce que là, tous les signataires qui sont en total accord sur le projet économique et social sont en total désaccord sur les institutions. Donc on peut avoir un projet qui est politique au plus haut point, en ayant par ailleurs des désaccords sur les institutions. Ça se réglera plus tard. Et alors c'est important parce que, bon... Nous sommes dans une impasse en ce moment. Nous attendons tous. Mais enfin, il y a une épreuve de force et il y a une impasse. Et on voit bien que cet espace, elle est délétère je dirais, pour la politique ou pour le politique, avec tous les risques que ça fait encourir aux démocraties. Quand on parlait de véritable démocratie économique et sociale, ça veut dire que par là même, on redéfinissait la démocratie et donc la citoyenneté. Donc si nous avons vécu longtemps dans une société pour laquelle il y a eu très vite des contradictions. Je veux dire, dès 1947, les contradictions sont majeures. Il n'en demeure pas moins qu'il y avait des valeurs partagées et que la défense du régime, de ces valeurs et des institutions, c'était quelque chose de fondamental pour les organisations ouvrières. Parce que la citoyenneté et les modalités de faire de la politique, elles avaient été totalement redéfinies, en dehors totalement des institutions, par ce programme du CNR. La question, c'est ces lectures technocratiques auxquelles on nous condamne pour des raisons qui sont éminemment politiques, bien sûr. Ça dépolitise complètement. Nous plonge tout un chacun dans ce qu'on a pu qualifier de dégagisme, avec tous les dégâts que ça peut provoquer. Donc je crois qu'il est éminemment...
il faut que dans les pratiques et dans les pratiques de lutte, nous arrivions à réinventer un rapport aux politiques. Je ne dis pas aux partis politiques, aux organisations politiques. Je dis un rapport aux politiques, ça veut dire quel monde voulons-nous. Je retrouve absolument ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. C'est surtout comment, en fait, toute la question que je trouve assez intéressante sur la question des retraites, puisque justement elle nous concerne toutes et tous, c'est aussi comment est-ce qu'on va se mettre d'accord. Et finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est mis... Non, mais, il n'y a absolument rien qui est mis en place dans les modalités du débat public pour qu'il y ait une quelconque possibilité d'avoir un échange, une conversation féconde en fait sur la question. C'est pour ça que tout à l'heure je vous coupais la parole et je m'en excuse sur les responsabilités majeures de la division. Il est bien clair que tout est fait pour diviser et par là même pour casser et par là même pour créer de la colère, et cette fois-ci avec les limites que la colère peut avoir quand elle ne s'articule plus avec des luttes collectives et avec des objectifs. La question qu'on se posait justement aussi en préparant cette émission, c'est de se dire que, comme vous le disiez, c'est cette question des services publics en fait qui est au centre des revendications depuis bien avant l'annonce de la réforme des retraites. Donc on voit ces revendications qui montent, je ne vais pas dire colère sociale, ces revendications sociales qui montent et qui ne trouvent pas en fait de réponse politique. Et même si par exemple on pourrait imaginer que cette réforme des retraites pourrait passer là fin janvier, on a envie de se dire que de toute façon, il y a toutes ces personnes-là qui, à la fois avec le mouvement des Gilets jaunes, à la fois avec la réforme des retraites, se sont politisées et ne vont pas s'arrêter là, en fait, aujourd'hui. Pas rentrer chez eux, oui. On n'a pas l'impression... Oui, il faut bien que nous soyons conscients que nous vivons dans des temporalités multiples et que, quoi qu'il arrive le 22 janvier, il y a un bouillonnement... qui produira ce qu'il produira quand il le produira. Mais aucune société ne peut se stabiliser et arriver à se développer sans produire, appelons ça du consensus social, j'aime pas trop ça, mais enfin sans produire le moyen de vivre ensemble et de travailler ensemble pour construire ensemble. D'autant que nous sommes tous confrontés à des défis majeurs, nous le savons tous, sur des problèmes. Donc nous sommes dans des temporalités et évitons de... Enfin, nous subissons toujours le court terme, bien sûr. Mais ce court terme produit des phénomènes qui ont quelquefois des résurgences tardives, mais tout ne disparaîtra pas le 22 janvier. Mais malgré tout, j'ai le sentiment qu'on a un affrontement entre deux légitimités, entre guillemets, démocratiques. C'est-à-dire que d'un côté, on a un gouvernement élu qui dit « moi j'ai été élu, c'était dans mon programme, et puis c'est comme ça, et puis vous respectez pas la démocratie ». Et puis de l'autre côté, quand même, l'opinion publique, la rue, c'est aussi la souveraineté des citoyens. Et j'ai l'impression que là, il y a deux types de souveraineté, deux types de légitimité démocratique qui semblent s'affronter et qui semblent plus se considérer ni l'une ni l'autre. Notre État social, il est précisément la résultante d'un processus de mobilisation collective qui a débuté avec l'antifascisme, avec les grèves de 36, avec la résistance, et qui fait... Il y avait une pancarte très chouette là dans la manif hier. C'était ce ne sont pas des acquis sociaux, ce sont des conquis sociaux. J'ai trouvé que c'était un très bon résumé. Donc pendant une très longue période, il y a eu une articulation de... On ne parlait pas en termes de légitimité, une articulation de pratiques qui débouchait sur un État dans lequel les uns et les autres, par-delà leurs contradictions, pouvaient se reconnaître. Il y a eu cette séquence qui a débuté à la droite de l'échiquier politique avec la manif des cathos contre le projet qui mettait à mal le financement de l'école privée, donc la loi Savary, 83-84, et de 84 à 2002, on a eu 7 mobilisations collectives émanant des salariés 95, mais émanant aussi des étudiants de Vaquet, émanant des catholiques 84, émanant des cinéastes contre les lois de Debré sur l'immigration 97, donc des acteurs, mais qui toutes sont venus à bout de projets de loi ou de loi et quelquefois des ministres qu'elle est avec. C'est-à-dire que pendant un peu plus d'une dizaine d'années dans ce pays, la manifestation de rue s'est mise à fonctionner comme un référendum d'initiative populaire, cette fois-ci. Ceux qui avaient le mieux théorisé ça, c'était les guignols de l'info, avec le Juppéton. S'il y a 3 millions de manifestants, je partirais. Bon, jusque 2003, tournant, ce n'est pas la rue qui gouverne. Alors, il suffit pas de... Et là, on est dans cette séquence-là, avec l'exception 2006 sur laquelle on pourrait revenir. Oui, alors évidemment... c'est-à-dire très intéressant de voir qu'en 2002, c'est-à-dire un an avant, ce n'est pas la rue qui gouverne, Raffarin, la question de culture générale au concours de l'ENA, c'était le pouvoir de la rue.
Donc on y pensait. Bon, il ne suffit pas de le dire pour le faire. Hein. C'est clair que la réforme constitutionnelle, l'inversion du calendrier, donc le renforcement de l'exécutif et la quasi-impossibilité aujourd'hui d'une alternance, qui limite les contradictions non pas au sein du peuple mais au sein du pouvoir, a donné des armes nouvelles à l'exécutif pour aller de l'avant. Par rapport à cette question de la légitimité d'Emmanuel Macron, effectivement, on nous dit partout que c'est dans son programme, etc. Alors déjà, dans son programme, hein, qui est encore en ligne, le programme du candidat Macron à la présidentielle. Qui n'est pas très long. Voilà, et qui n'est pas très long en fait. On lit une phrase sur les retraites qui est « nous ne baisserons pas le niveau des pensions ». Donc ce qui est entièrement faux avec la réforme en fait, puisque les pensions vont baisser, hein, encore une fois. Donc déjà c'est faux. En gros, ce qu'il disait, c'est on ne touchera pas à la réforme des retraites, entre guillemets. Voilà, on ne touchera pas au système des retraites en fait. Mais bon, en plus, c'est vraiment un tout petit point finalement. Donc c'est pas sérieux de dire que les Français ont plébiscité la réforme parce qu'ils ont voté Macron. C'est un non-sens complet, puisque bon, déjà, on ne va pas rappeler l'élection, mais on est nombreux à avoir voté Macron parce qu'on n'avait pas envie d'avoir Marine Le Pen au pouvoir. Et je pense qu'on avait raison de ne pas avoir envie d'avoir Marine Le Pen au pouvoir. Mais du coup, on n'a pas du tout... C'est là qu'est la première arnaque démocratique, en fait. Exactement. J'ai été élu alors que c'est face au Front National. Et en plus, ce point est un tout petit point dans son programme, donc c'est certainement pas là-dessus qu'il a été élu. Enfin, je me mettrai ma main à couper sans problème. Puis il a longtemps dit qu'il n'avait pas de programme, mais un cap, et qu'il fallait soutenir le cap, etc. Donc dire ensuite, j'ai été très transparent, vous avez signé pour tout, un chèque en blanc, c'est vraiment d'une malhonnêteté. Mais oui, puis cet argument est extrêmement pervers politiquement. En 2022, quand on aura peut-être encore à faire le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, par exemple, ou d'autres, mais qui auront le même type de programme, est-ce que les électeurs de gauche vont vraiment aller voter pour celui qui est... une nouvelle fois, oui. Voilà, et en plus, lui donner comme ça un blanc-seing dont il pourra user à sa guise pour faire passer n'importe quelle réforme qui serait écrite en tout petit, en note de bas de page, dans son programme. Bon, là, on a un peu l'impression de passer pour des cons. Et c'est sur ça qu'il risque de peut-être passer en force et vraiment incarner à lui seul de ce qu'on peut considérer comme le libéralisme autoritaire, qu'on l'a vu au niveau de manière répressive. Et je pense qu'à mon sens, un gouvernement autoritaire et libéral, vu que c'est l'injonction entre les deux, n'a d'avenir que finalement dans la répression, parce qu'il va forcément se baser sur sa légitimité entre guillemets démocratique, et voir que la rue, etc., et les citoyens, ça ne marche pas. Donc la seule réponse, et je pense qu'aujourd'hui, on va vivre des temps où on va arriver au bout du bout, finalement, de cette logique-là, finalement antidémocratique, ça se retourne contre eux. C'est mon sentiment aussi. Enfin, j'ai le sentiment que soit on va, en gros, gagner, ou en tout cas le mouvement va réussir à obtenir quelque chose, soit en fait les autres vont avoir un blanc-seing pour les 2 prochaines années et vont le réprimer. On est tous très inquiets, hein, donc je pourrais tout à fait souscrire à votre propos. Donc essayons de voir. Il me semble que de la même manière que le gouvernement joue de façon éhontée des contradictions et cultive la contradiction, il y a des espaces qui s'offrent à nous pour travailler les contradictions, parce qu'on a bien vu qu'au sein du gouvernement, tout le monde ne parlait pas tout à fait d'une même voix. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait des voix parfaitement sympathiques à l'intérieur, mais cette situation qui faisait que les manifestations ne l'emportaient pas parce qu'il y avait un front uni, c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Il faut voir quelle est la situation au sein des confédérations syndicales, dont on peut supposer qu'elles vont céder au chant des sirènes. On verra dans les jours qui viennent. Je ferai aucun ordre. Mais on est sur un terrain mouvant. Et comme on est sur un terrain mouvant, c'est toujours plus facile d'être sur un terrain mouvant quand on a le pouvoir que quand on ne l'a pas. Hein. Il ne s'agit pas de dire que... Mais il y a malgré tout des espaces qui méritent qu'on continue à s'expliquer, à affirmer ce qu'on a affirmé. Alors simplement, avant de vous demander vos recommandations, je voulais faire un petit point, comme on le fait à chaque fois quand on invite des journalistes sur les médias indépendants. Est-ce que, Céline, vous pouvez nous expliquer ce qu'est Frustration, ce que vous y faites, comment vous financez Frustration, à la base, c'est un magazine papier. On est devenu un site web depuis 1 an et demi à peu près. C'est un média de critique sociale. On essaie de faire des enquêtes. On commente aussi beaucoup l'actualité sociale, dont la réforme des retraites. On aime bien aussi analyser le traitement médiatique, mais à l'intérieur d'une enquête, par exemple, sur un phénomène. Ça peut être le phénomène j'avais fait une enquête sur les centres d'appel et l'invisibilisation de ces salariés-là, et comment elle est invisibilisée par le traitement médiatique aussi. Donc en général, on aime bien les deux parce qu'ils sont complémentaires. Et finalement aussi, on a une plume et un ton assez virulent, mais avec des mots relativement simples aussi. Enfin, on aime bien écrire un peu comme on parle. Et surtout, c'est accessible en fait. Et ce qu'on veut, c'est être le plus grand public possible, un peu sortir de l'intellectualisme à outrance qu'on entend beaucoup à gauche, qui n'est pas forcément mobilisateur pour autant, et un peu excluant aussi, parce qu'il faut bénéficier parfois aussi d'un cursus universitaire, etc. Et vous financez comment ?
Alors là, on a fait des appels aux dons récemment depuis 3 mois à peu près, assez discrets. Là, on en a fait des moins discrets, sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne mieux, j'imagine. Oui, c'est un peu mieux quand même. Mais du coup, on peut acheter votre journal en kiosque, par exemple, on peut le commander. C'est que site web maintenant, en fait. Du coup, on a la co-rédaction en chef avec Nicolas Framont, qui est sociologue. On a des personnes bénévoles qui écrivent aussi. Nous, on est bénévoles. Et en fait, l'appel aux dons, c'est pouvoir payer des piges et des enquêtes à des journalistes ou pas forcément des journalistes, d'ailleurs. Et voilà. Et du coup, maintenant, on va passer à vos recommandations. Donc, je rappelle, les recommandations des invités, c'est à chaque fin d'émission, on demande à nos invités de conseiller un contenu qui, pour eux, donc un contenu, c'est-à-dire autant un documentaire qu'un film, qu'un article, qu'un livre, je passe les détails, qu'un poème, qu'une BD, etc. Je pourrais continuer longtemps. Qui, selon eux, est essentiel qu'il ait été lu ou vu, qui les a marqués, qui a changé leur vision du monde. Voilà, quelque chose que vraiment vous conseilleriez à votre meilleur ami, à votre enfant. Ou à n'importe qui d'autre. T'es un peu ambitieux, là. Voilà. T'as vachement bien vendu, là. Non, mais voilà, quelque chose qui semble important pour vous, utile, nécessaire d'avoir lu. Voilà, donc du coup, on va commencer par exemple avec Anaïs. Oui, alors moi je suis un petit peu embêtée puisque j'avais deux idées qui ont en fait été prises respectivement par Daniel Schneiderman et par François Boulot dans votre première émission. Donc bon, je vais quand même les redire parce qu'en fait, voilà, c'était en fait il y avait donc la nécessité d'Emma sur les retraites qui est vraiment super. Qu'on mettra en lien de l'émission, voilà, qui explique très bien. bien. Oui, en plus, c'est vraiment dans le sujet. Hein. Et également donc le documentaire Black Rock, c'est Financiers qui dirigent le monde d'Arte. Donc bon, du coup je les rappelle, ils sont vraiment super bien. Et sinon, moi je conseillerais simplement juste l'excellente émission du service public audiovisuel Cache Investigation, qui est assez rare dans ce genre de médias. Enfin, on en parlait avant. Donc en tout cas, Élise Lucet fait vraiment un travail formidable avec son équipe et je tenais à la saluer. Donc le travail d'Élise Lucet dans son ensemble. En général, c'est pas une émission en particulier. C'est-à-dire que c'est en général. Bon, après, la dernière sur les impôts était vraiment très intéressante, sur le CIC, etc. par exemple. Après, elles sont franchement toutes très bien. C'est vrai. C'est une vraie émission de service public, comme il en reste assez peu dans le service public exactement. en réalité. Donc il faut bien quand même le souligner parfois. Très bien. Céline ? Oui, alors moi j'avais un humoriste pour ressortir un peu du cadre à conseiller. Il s'appelle Mustapha El Atrassi. Ça fait depuis 2015 qu'il ne fait plus du tout de passage média et c'est volontaire de sa part. Il fait salle comble. Là par exemple il va au Zénith à Paris, c'est comble aussi. Il fait des millions de vues sur YouTube, ses spectacles sont disponibles. C'est incroyable malgré le silence des médias comme certains diront. Mais voilà, en plus c'est assez politique ce qu'il dit, c'est assez subversif. Il est toujours dans un espèce de ton un peu ambigu, mais c'est ça qui est très drôle justement. Et encore une fois, peut-être qu'on peut se passer de certains médias. La preuve en est qu'il y a des millions de personnes qui le suivent sur YouTube. Ça peut marcher. Ses thématiques de prédilection Lui, il va parler beaucoup d'islamophobie, de cité, de banlieue, etc. Enfin, plein de thèmes comme ça. Et puis aussi de paysages médiatiques qui se Fox Newsisent de plus en plus. Alors moi c'était plus classique, donc le dernier Hervé Lebrun, se sentir mal dans une France qui va bien, c'est principalement sur les Gilets jaunes. Ça fait partie de ces, je dirais, de ces rares textes qui ne sont pas des textes d'humeur sur les Gilets jaunes, mais où on a des éléments solides à se mettre dans la tête pour réfléchir. Bon, il s'agit évidemment à partir de ces cartographies. D'ailleurs, je signale au passage que le dernier numéro de la Revue française de sciences politiques publie le résultat du travail de terrain que toutes les équipes de sociologues avaient mené à Bordeaux, enfin différentes. Et donc, maintenant, on a les éléments statistiques. C'est le numéro qui est paru il y a une semaine. Donc là, Hervé Lebrun, c'est sa cartographie habituelle. Ça permet donc à la fois d'avoir, je crois, qu'une connaissance beaucoup plus solide et d'éviter de dire n'importe quoi sur les Gilets jaunes. Il y a beaucoup d'éléments statistiques qui viennent nourrir notre réflexion sur les problèmes très contemporains, puisqu'il nous montre statistiques en main, effectivement, que la France va bien et que donc d'autres choix seraient possibles. Et donc, il me semble que dans cette césure qu'il fait apparaître entre cette France qui se sent mal, quand statistique à l'appui, elle va bien, peut nous permettre aussi de penser le politique dans les formes où nous l'évoquions il y a un instant. Et de façon un peu plus optimiste. De façon très documentée, très solide, on sait à peu près de quoi on parle quand on a fini le livre.
Merci beaucoup à vous. Vous retrouverez tout ce qui a été évoqué en recommandation en lien de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on attend vos retours sur cette émission, ce que vous avez aimé, moins aimé. Même vous pouvez nous suggérer des thèmes à évoquer dans nos prochaines émissions. Comme on le dit à chaque fois, c'est une émission ouverte qui peut évoluer aussi en fonction de vous. Merci beaucoup et c'était la 6e de Mauvaise Presse. Ouais, puis bonne année du coup, à l'année prochaine. On se retrouve en 2020. Voilà.